long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Bonjour à toutes et à tous, comme tous les matins, on est de retour sur la chaîne Basket Session Rivers. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas de toute première fraîcheur. Les nuits s'accumulent et je suis rejoint par Shai Mamou pour parler de tout ça, qui lui non plus ne doit pas être de première fraîcheur, parce que tu étais avec moi en live sur Twitch il y a 6 heures, 7 heures, C'est ça. ouais, un peu plus peut-être maintenant, mais voilà, il y a de la fatigue qui s'accumule, mais il y a des grosses nuits de basket et il y a eu des beaux matchs cette nuit, des matchs serrés. Les Knicks ont battu le Heat 111 à 105 et reviennent à un partout dans la série, qui jouait sans Jimmy Butler. Et surtout, les Lakers sont allés gagner sur le parquet des Warriors 117-112. Petite surprise quand même, Shai, parce que non seulement, bon, Golden State a terminé 6e et du coup a l'avantage du terrain sur le 7e, mais surtout Golden State perd peu en finale à domicile. Et là, les Lakers ont réussi l'exploit d'aller s'imposer à San Francisco. Ouais, super coup des Lakers. Je sais pas si c'est si surprenant que ça après coup. Au début de match, si vous avez suivi la Hit Session avec nous hier, moi j'étais plutôt à dire que les Warriors allaient prendre le dessus, peut-être même d'entrée, dans la continuité de ce qu'ils ont fait contre les Kings. Mais au final, je trouve que les Lakers ont bien préparé leur coup, ont mesuré l'importance et l'opportunité qu'il y avait. Parce que au final, les Warriors avaient joué 48 heures plus tôt. Un game set, beaucoup d'émotions, de tension, voilà. Au niveau fraîcheur, je pense que ça s'est senti et que les Lakers avaient vraiment ciblé ce match comme celui qu'il fallait gagner. Ça peut paraître évident, hein, mais celui-là en particulier avec un avantage en conditions physiques. Et je trouve que ça s'est vu sur le temps de jeu qui a été donné à Anthony Davis et LeBron James. C'est toujours périlleux, hein, avec eux, avec ces deux-là, on ne sait pas, surtout Anthony Davis, mais Davis joue 44 minutes. Davis, il n'est pas sorti en deuxième mi-temps. Voilà, et LeBron 40, même LeBron 40, c'est quand même beaucoup quand tu sais qu'il y a encore pas mal de matchs à jouer derrière. Mais ils étaient, ouais, il y a eu, ça a été, je trouve, bien préparé par Darvin Ham. Et ils n'ont rien volé du tout. Ils ont eu ce coup de stress, ce coup de chaud à la fin où ils mènent de 14 points et ils se font. Voilà, il y a un run de 14-0 des Warriors où là tu te dis, bon, bah là c'est la méthode Warriors qui paye. Sauf que mentalement, comme depuis quasiment qu'il y a eu ce trade et depuis la mi-saison, les Lakers mentalement, défensivement, ils arrivent encore à surmonter les obstacles qui sont devant eux et ils ont rien volé. C'était un match hyper assez excitant avec on n'aurait presque pas dit que c'était un game 1 en fait. Il y avait une telle atmosphère, un tel comme un enjeu qui semblait supérieur à celui d'un game 1 en fait. Voilà. C'est vrai que j'ai eu l'impression aussi que les Lakers, ils n'ont pas paniqué après ce 14-0. J'ai l'impression que leur base défensive, ils ont confiance en leur défense, ils savent qu'à n'importe quel moment, ils sont capables de faire un stop et que du coup, ça leur donne un certain plancher en fait. Après, ils peuvent avoir des difficultés à marquer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant ce run, hein. Les Lakers, déjà, ils n'arrivent plus à donner la balle à Anthony Davis. On va revenir, j'imagine, sur la performance d'Anthony Davis, mais ils n'arrivent plus à lui donner le ballon. Il n'y a pas d'adresse extérieure. LeBron ira de ses 3 points. Ils ont du mal à marquer des paniers, mais ils savent que de toute façon, aussi longtemps qu'ils peuvent défendre, ils arriveront à rester dans le match. Et du coup, maintenant, je reviens sur cette pef d'Anthony Davis. Je donne les stats: 30 points, 23 rebonds, 5 passes, 4 blocs. Il met un contre décisif sur Curry à la fin. Il a été énorme. Ouais, énorme. Dans la lignée de sa première série. En fait, je trouve que les Lakers sont vraiment dominés physiquement et par leur taille. Et Anthony Davis illustre toute cette domination physique. Il est encore en train de redonner espoir euh, à ceux qui pensent toujours qu'il est capable d'enchaîner plusieurs séries, plusieurs matchs sans se blesser. C'est l'histoire de ce gars-là parce que on le répète tout le temps, c'était pas de la haine contre lui. Moi j'étais très très défaitiste parce que je le voyais à chaque fois rechuter, même des petites blessures qui l'empêchaient d'être le joueur. C'est un joueur all-time Anthony Davis en fait. Enfin, sur le potentiel, ce qu'il est capable de faire, c'est un game changer absolu, un cheat code presque. Enfin, et quand il est là, quand il fait des matchs comme celui-là, quand il est capable physiquement de produire ces efforts-là, c'est invraisemblable la différence qu'il crée sur le parquet. On le redisait encore hier, le franchise player c'est peut-être LeBron, mais Anthony Davis, mon Dieu qu'il est fort défensivement. Même si à la fin, tu vois, à la fin il tirait un peu la longue en attaque, ils arrivaient moins à le trouver et tout ça.
Mais défensivement, il fait encore le stop qu'il faut sur Curry. Un flotteur de Curry, il n'a pas Puis il y a quelques rebonds offensifs aussi qui des prend rebonds, finalement même. des rebonds offensifs, enfin, je veux dire, ils ont empêché les Warriors de driver à l'envie comme ils ont pu le faire contre les Kings parce qu'il y a Anthony Davis, quoi. Et c'est pas le seul à avoir très bien défendu. Vanderbilt a fait un super match défensif, Ouais, sur Curry. voilà, avec de la forte défense sur Curry, de la presse tout terrain. Sur la Très fin, haut, il le prenait très haut. ouais. Et sur l'action, d'ailleurs sur le fameux dernier tir de Jordan Poole où on pourra débattre de s'il fallait qu'il le prenne ou pas parce qu'il est très loin, qu'il reste 10 secondes, etc. Euh, t'as Vanderbilt, si tu regardes l'action, il défend quasiment sur 3 mecs à la fois sur la même action. Il presse les 3 joueurs par lesquels le ballon passe, dont à la fin Poole qu'il arrive un peu à gêner. Mais excellent match défensif de Vanderbilt et excellent match tout court d'Anthony Davis. Je crois que c'est que le deuxième dans l'histoire des playoffs à sortir un match à plus de 30 points, 20 rebonds, 5 passes. Enfin, à au moins 30 points, 20 rebonds, 5 passes, 4 contre. Avec Tim Duncan. Donc, encore une fois, même si les époques peuvent sembler un peu différentes, quand tu es dans un club aussi fermé que ça, c'est que tu as fait quelque chose de costaud. Après, la question, c'est est-ce que. J'essaie de rester toujours prudent avec Anthony Davis parce qu'on a tendance à vouloir s'enflammer tellement il est fort et incroyable quand il est comme ça, mais il y a toujours cette petite crainte au fond qui te fait dire mince, si au game 2, au game 3, il a un petit pépin, il aura du mal à reproduire ça et les Lakers ont ultra besoin que Davis soit là. C'est ça le truc. J'ai l'impression qu'une fois qu'il est en rythme, en fait, c'est différent. Et je trouve qu'Anthony Davis, c'est l'avocat de anti-load management, en fait. Parce que Ouais. lui, plus il joue, moins il se blesse. Alors que dès que tu le reposes sur quelques matchs par précaution, il sort de son rythme. Enfin bon, après, chaque joueur est différent, chaque corps est différent. Mais je trouve, oui, que Davis, tu l'as très bien dit, il n'y a plus cette possibilité pour Golden State d'aller aussi facilement dans la raquette. Donc, il faut se reposer beaucoup sur de l'adresse extérieure. Il faut en mettre des 3 points. Ils en ont mis hier, hein, ils en mettent 21. Mais j'ai l'impression que Los Angeles avait toujours une réponse. Et Jared Vanderbilt a été clairement le facteur X. Il met un 3 points d'ailleurs important hein, en fin de match. Mais Mm. déjà, il avait déjà pris Morant tout terrain, enfin tout terrain, demi-terrain en le pressant très haut. Là, il fait pareil sur Curry. Il tient. Euh, ouais, pareil, il a ce physique qui, je pense, peut gêner les Warriors, quoi. Tu vois, athlétiquement, les Lakers, c'est quand même un sacré challenge pour Golden State. Bah, c'est Qu'on ça. avait peut-être sous-estimé d'ailleurs C'est dans notre preview. exactement ce que j'allais te dire parce que quand j'y repense, quand on a parlé de. J'avais insisté sur le fait que pour les Warriors, que les, les, les Lakers, que c'était pas enfin, les Warriors n'étaient pas les Grizzlies, en fait, pour les Lakers. Ouais. Et que donc ils auraient du mal parce que les Grizzlies avaient leurs limites. Mais bon sang, les Lakers, c'est pas non plus les Kings en termes de style de jeu et de ce qu'ils peuvent opposer aux Warriors, en fait. Avec tout le respect qu'on a pour les Kings, et ils ont fait vibrer tout le monde. Mais sur le profil de jeu, c'est pas du tout la même équipe et ça se sent, ils peuvent pas utiliser cette même faculté à pénétrer parce que tu vas tomber sur un Anthony Davis. Et tu parlais du shoot. Ce qui est presque. Alors, c'est pas inquiétant, hein, c'est un match qu'ils ont joué en étant sans doute un peu fatigué, où en face, Davis a été titanesque, mais ce qui peut être un peu. Ce qui peut interpeller pour les Warriors, c'est qu'ils ont perdu peu de ballons, alors que c'est l'une de leurs lacunes en général. Chaque fois, Steve Kerr, à la Ouais. fin des matchs, il te dit. Il regarde d'abord combien ils ont perdu de ballons, combien de shoots ils ont réussi à prendre à 3 points. Donc ils ont perdu peu de ballons, ils n'ont pas été non plus surclassés en termes purement statistiques au rebond, même si Anthony Davis a dominé le match, hein. Ouais, Euh, Looney en prend 23 encore une fois. Kevin Looney 23, voilà. Donc numériquement, ils n'ont pas été ultra dominés au rebond et ils ont shooté quasiment à 40% à 3 points. Donc les cases étaient à peu près cochées et malgré ça, ils ont quand même, ils ont quand Ouais. même 14 points de retard dans le quatrième quart-temps avant de revenir. Pour moi, une des clés, ça a été les lancers, en fait. Et ça revient encore, je pense, à cette domination physique. C'est les Lakers, ils ont tiré, regardez, 29 lancés, les Warriors en ont tiré 6. En fait, les Lakers ont poussé les Warriors constamment à la faute. Hmm. En étant plus grand, plus physique, plus athlétique. LeBron leur a fait mal, Anthony Davis leur a fait mal, Dennis Schroeder leur a fait mal avec sa vitesse. Euh, Dennis Schroeder, donc, justement, qui lui n'a pas été bon contre Memphis, mais qui là, Hmm. pareil, a un vrai coup à jouer dans cette série, un peu Ouais. comme Jordan Poole de l'autre côté pour Golden State. C'est des joueurs qui n'ont pas été très bons parce que le match-up leur collait pas du tout au premier tour Hmm. et qui là, je pense, auront une vraie carte à jouer. Alors maintenant, voilà, bon, Jordan Poole, il fait plutôt un bon match offensivement. Il met des paniers, il met même dans le 14-0, il en met un de 3 points. Ouais, ouais, ouais. Il finit Il est avec plutôt bon. 21 points, 6 21 passes points. à 6 sur Ouais. 11 à 3 points.
Après, voilà, effectivement, à 8 ou 9 secondes de la fin, il y a 3 points d'écart. Golden State doit marquer un 3 points. Il y a prise à 2 sur Curry. La balle finit par arriver jusqu'à Jordan Poole qui tire à. Il est seul, mais il est Il est à loin, hein. ouais, 9 mètres facile, quoi. Et il est Et capable il de le prend ce mettre. tir. Il est capable de le Il est mettre, mais capable de le mettre. Ouais. c'est difficile. Sur le coup, je me suis dit non, pourquoi il prend le tir, Moi pourquoi c'est lui, aussi, pourquoi. mais avec le Et recul. voilà, avec le recul, tu te dis quelle était l'alternative. Est-ce que c'est quoi? C'est son placement de base, il aurait dû être un peu plus proche. C'est ça, je pense que c'est son placement de base. Parce qu'en fait, à partir du moment où il a le ballon, il y a quand même, on voit Vanderbilt revenir. Hmm. Il peut effectivement faire un dribble et prendre un tir d'un poil plus près. Mais bon, tu sais, est-ce qu'il va être contesté? J'arrive pas à. Tu Non, de toute vois, façon, si c'est c'est Curry qui pas. prend ce tir, on se dit jamais que c'est un mauvais Voilà. tir. Mais de Tu toute vois, façon, donc, je veux dire, c'est pas là-dessus qu'ils perdent le match, hein, dans tous les cas. C'est plutôt non. l'ensemble de séquences. Je veux dire, ils ont quand même passé un 14-0, donc ils étaient quand même un peu en galère avant cette séquence-là. Et ça, Euh, pareil, c'est très fort. Les hmm. Lakers, généralement, quand les Warriors passent un tel run, le moment, alors avec dans la salle qui a fait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de bruit, hein, Ouais. c'était chaud. Quand les Warriors passent un tel run, généralement, ils gagnent. Là, avoir Ouais. vraiment la force de caractère pour rester dans ce match, alors que LeBron est encore une fois très maladroit à 3 points, Ouais, ils vont finir par, et un franchement, sur 8, ils vont finir par le laisser, par vraiment le laisser shooter, l'ignorer et bah, je verrouiller la pense. peinture, Hein. hein, parce que à 3 points ça passe pas. Après, il a encore apporté d'autres choses, ouais, non, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui a été décisif pour les Lakers, le moment dont tu parles, où ils arrivent à surmonter ce 14-0, ça passe par un panier de D'Angelo Russell qui finalement Ouais, apporte encore des choses. surprenant. C'était pas le plus évident parce que je pensais même pas forcément qu'on le verrait tout le temps dans les quatrièmes cartons, qui peut parfois être pénalisant aussi en défense. Donc il met un panier important et derrière, bah, il y a ce contre d'Anthony Davis sur le flotteur de Curry, qui symbolise bien le match et qui change la donne en fait. Et, donc ouais, bravo aux Lakers qui ont l'air d'avoir vraiment bien préparé le match. Ils ont vraiment compris, je pense, l'importance du game 1 et, euh, et maintenant c'est à charge aux Warriors de répondre à ça. Ouais, Ils sont sous pression maintenant, voilà. ouais, de s'ajuster. Effectivement, le match 2 sera défaite interdite déjà. Un dernier petit truc juste sur les Warriors. On a souligné plusieurs fois, est-ce qu'il y a vraiment une deuxième star dans cette équipe? Euh, on a présenté Wiggins comme un facteur X. Je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose sur lequel il faut creuser. Wiggins, il finit à 15 points, 6 sur 14, alors Klay Thompson marque 25 points, mais en étant extrêmement maladroit, Mhm. 9 sur 25. Euh, c'est le match, j'ai vu une stat. Curry n'avait jamais autant dribblé sur un match de playoff. Mhm. La deuxième fois où il a le plus dribblé, c'est contre les Kings lors du Game 7. Il y a vraiment un truc qui se dessine qui, je pense, est un peu inquiétant pour Golden State, c'est que Curry est obligé de se surpasser. On a souvent eu, sur les Warriors Cavaliers, par exemple, on a souvent eu LeBron, même avec Kyrie et Kevin Love, LeBron était obligé de faire beaucoup, 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 beaucoup. J'ai l'impression que les rôles sont inversés sur cette série avec LeBron qui peut, au final, il y a vraiment autour de lui plein de force et plein d'atouts. Et Curry, lui, pour le coup, alors c'est pas qu'il est mal entouré, il est très bien entouré, c'est pas la question, mais par contre, dans ce qui est de la création balle en main, il est obligé de se décarcasser. Et là, il va vraiment falloir trouver, je pense, des ajustements pour que Wiggins se retrouve dans des positions d'isolation, parce que lui, il a le physique pour faire payer. Cela, les Lakers, en fait, dans la position, ils peuvent même se permettre justement de faire jouer des Russell ou des mecs un peu moins forts défensivement, parce que de toute façon, il y a un seul vrai danger balle en main dans l'équipe d'en face. Donc là, ça va être un ajustement à trouver, je pense, pour Golden State. Ouais, c'est clair. Donc en tout cas, bon, ça, c'était la vérité du gamin. Tout n'est pas fini, bien entendu, c'était qu'un seul match. On peut passer à l'autre match de la soirée avec Ouais. Miami qui a perdu. Miami a perdu sur le parquet des Knicks sans Jimmy Butler, mais un match serré quand même, 111-105, ça se joue sur la fin, avec un très bon Jalen Brunson, enfin en deuxième mi-temps en tout cas. Ouais. Il a été un peu inexistant en première, mais il termine quand même avec 30 points. Il avait promis, lui, de rattraper le tir après le premier match qu'il considérait comme raté. Bon, les Knicks ont réussi à égaliser. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, toi, Chahi? Que même sans Jimmy Butler, le Heat était en tête, avait 6 points d'avance dans le quatrième quart-temps. À 5 minutes de la fin, ils étaient encore devant. Ils avaient 3 points d'avance et qu'il a vraiment fallu que les Knicks se bougent pour reprendre le dessus, quoi. C'est toujours, je retiens plus encore le fait que le Heat aurait pu balancer ce match, honnêtement. Enfin, balancer. Si tu balances pas un match de playoff, mais
Tout le monde partait un peu défaitiste, tous les fans du Heat, parce que Jimmy Butler n'est pas là. Voilà, tu regardes le 5, ça peut faire un peu peur, hein, si tu sais pas ce qu'ils ont réussi à accomplir avant. Si tu regardes en brut le 5 et la rotation, tu te dis bon, ils vont se prendre une rouste. Sauf que pas du tout, ils arrivent encore, que ce soit grâce à Spolstra, grâce à la fameuse culture qu'ils ont instaurée, ils sont encore dans le coup. Et bon, les Knicks ont eu le mérite de pas justement se mettre, avoir la même suffisance ou la même pression négative qu'ont pu avoir les Celtics par exemple, qui ont perdu ce match 1 alors qu'ils auraient pas dû perdre contre les Sixers. Et voilà, le tournant, le moment clé, c'est quand, quand donc Miami a 3 points d'avance et que Jalen Brunson et Josh Hart se mettent en mode allez, les bros de Villanova, on va faire le taf. Et puis ils ont enchaîné les paniers, 2 paniers à 3 points Ils- pour. ils- Ouais, Ouais, j'allais dire, ils ont mis à chacun un 3 points. Et en fait, ça m'amène sur le fait que les 3 points, l'adresse à 3 points sera vraiment la clé bah pour les Knicks, sur une ouais, série défensive comme ça pour les Knicks. pour les Knicks, ça a été la clé. Ça a été leur problème sur le game 1 d'ailleurs. Ouais, Ça a été leur problème sur le game 1. Et là ils mettent 16 paniers à 3 points, 40% à 3 ouais. points. Euh, Et 5 pour RJ Barrett, qui est encore été j'allais très dire bon. 11, Pardon. 11 sur les 16, je crois, c'est Bronson et Barrett. Barrett C'est qui a ça. été super fort en début de match et un peu plus discret après, mais bon, ça, c'est pas forcément un problème. Mais ouais, moi, c'est vraiment le passage Josh Hart, Jalen Bronson qui a fait la différence. Hart, il fait encore un match. Il y a ce qu'on 14 voit. points pour 9 passes. Voilà, il y a ce qu'on voit sur le terrain déjà. En dehors des considérations statistiques, il est déjà, tu vois qu'il fait des différences dans l'énergie. Il change la dynamique d'un match. Et en plus de ça, bah, donc il met des shoots. Il met 4 lancers sur la fin aussi. Bon, il en rate un ou deux au passage, mais il en met quand même suffisamment pour que les Knicks soient en sécurité. Et voilà, il y a pas énormément de choses à dire, je trouve, parce que c'était attendu. Ils ont réussi à trouver les ressources pour assurer l'essentiel, parce qu'une fois que tu as déjà perdu à la maison, voilà. C'est peut-être. Je me dis que le staff médical du Heat s'est dit que c'était un match bonus et que c'était pas une obligation de le gagner, que Butler avait besoin peut-être de souffler un coup et qu'il fallait garder de l'énergie pour les matchs à Miami. J'espère que c'est ça, parce que ce serait terrible qu'une série se poursuive sans Jimmy Butler alors qu'on on voit ce qu'il a fait juste avant, quoi. Non, mais ça a du sens, effectivement, parce que ça sent la série longue pour le coup. Et je pense que là, tous les acteurs impliqués du côté, que ce soit du côté de New York ou de Miami, je pense qu'ils ont conscience que cette série, elle va pas se jouer en 4 ou 5 matchs, quoi. Ouais. Donc il y a Pareil peut-être pour sur le game l'envie 1. d'économiser. Ouais, sur le game 1, Randle avait été économisé, entre guillemets, ou en tout cas, ils lui ont laissé le temps de revenir, de récupérer de sa blessure. Là, il était là et il était bon, ce qui est pas si fréquent que ça pour Randle dans son historique, dans son cours historique de playoff. Et Euh, 25 points, 12 rebonds lui passent. voilà. Et Tom Thibodeau qui a fait plein de compliments sur lui et sur sa dureté après le match. Donc bon, on va dire que c'est conforme aux attentes. J'aurais été surpris que le Heat parvienne à mener 2-0 après 2 matchs au Garden. Ça aurait été invraisemblable sans Jimmy Butler en plus. Mais ça montre je trouve que ça montre encore une fois qu'il n'y a pas que Butler. C'est le mec qui te sublime. Enfin, il faut qu'il soit là pour que le Heat gagne la série. Mais tous ces joueurs autour là qui payent pas de mine, ils ont encore été là. Les Gabe Vincent qui te met 21 Ouais. points. T'as Caleb Martin en met 22 en prenant la voilà, place de Butler. c'est ça, les Caleb line-up où Martin. tu te retrouves avec le fameux Haywood Highsmith dont on rigolait, mais je veux dire, c'est un joueur très valeureux. Il y a pas de, c'est pas du tout c'est pas un escroc. Il est là, il mérite sa place, et s'il est là, c'est que il est très intégré dans la culture hit. Et voilà, donc c'est plutôt, je trouve que les fameuses défaites encourageantes pour le hit, tu sais. Il y en a qui détestent ce terme, mais c'est de se dire, bah là, on aurait eu Jimmy Butler, je pense, il les aurait tapés, quoi. C'est aussi simple que ça. Ouais, en tout cas, chez Miami, j'essaie encore une fois, je fais ce constat depuis le début des playoffs, c'est que des fois tu comprends pas, enfin si, à part quand Butler cartonne, des fois tu comprends pas tout à fait comment ça fonctionne. En fait. C'est, c'est bizarre, mais ça marche. C'est un peu le propre Ça des marche équipes, et bon, c'est le propre des équipes bien coachées, des ouais, équipes de Spolstra où ils c'est- arrivent, quand il n'y a pas la star, ils arrivent à répartir les shoots, les points. Tu vois, là, il n'y a pas un mec qui s'est dit, oh, ce soir c'est mon soir, Jimmy est pas là, je vais en mettre 45 comme il y a dans d'autres équipes. Là, ils ont ouais, c'est vraiment, vrai. ils ont réparti les shoots, ils ont réparti la. Il y a toujours eu voilà, cette application dans le jeu, cette espèce de dureté défensive qu'ils ont essayé d'avoir. Donc voilà, la série reste, le suspense reste totalement intact. Il n'y a pas d'inquiétude, je trouve, à avoir pour le hit, au-delà de savoir si Jimmy Butler
va réussir à revenir rapidement et à 100%. Je pense que ce sera le cas, honnêtement. Je serais surpris que ce soit un truc qui le prive de la suite de la série. Mais voilà, donc les Knicks ont fait l'essentiel, balle au centre, et ça part à Miami. Voilà. On l'espère aussi. On l'espère aussi pour Joel Embiid, le MVP. Donc les Sixers jouent ce soir contre les Ouais. Celtics. Ça me fait ma transition. C'est le seul match de la soirée. Donc c'est le seul match qu'on débriefera demain. Ouais. Joel Embiid MVP pardon, mais blessé au genou, donc pour l'instant incertain. Un mot sur le trophée d'Embiid, le premier. J'allais juste dire déjà qu'ils allaient peut-être l'économiser grâce à la victoire un peu bonus du Game 1. C'est peut-être pas, ils n'ont pas besoin de forcer pour le mettre, peut-être. Mais un mot sur le trophée, bah écoute, même si pendant toute la saison et peut-être même jusqu'à la fin, j'étais plus partisan que Jokic fasse le triplé. Je suis très content pour Embiid parce que pour toute l'histoire, pour son parcours un peu chaotique et improbable avec 2 saisons blanches, un gars qui arrive, qui commence le basket sur le tard, une personnalité importante, quoi qu'on en pense, il est divertissant et il est essentiel à la ligue et c'est bien qu'au moins il finira pas sa carrière en se disant j'ai fini 18 fois deuxième. Voilà, ça fait plaisir pour lui. Lui, Jokic et Giannis avaient tous de très bons arguments. Il n'y a pas à dire c'est un vol, c'est un scandale comme on peut en lire chez certains partisans. Je suis content pour lui et pour son histoire, sa récompense. C'est un bel exemple aussi peut-être pour d'autres, pour des joueurs qui ont des parcours moins linéaires. Voilà, bravo à lui. Je partage tout à fait. Donc, je disais ce soir, un match Sixers-Celtics qu'on débriefera. Truc que je trouve intéressant d'ailleurs, à part Denver, toutes les équipes à domicile ont perdu le premier match sur ce deuxième tour. Donc, ça nous donne déjà de la tension sur les deuxièmes matchs qui peuvent être parfois un peu moins intéressants. Donc, ça, je trouve ça, Ouais, je trouve ça cool. Et on débriefera ça demain ensemble, demain matin. Non, pardon. Si. Demain matin, c'est bon. Demain. Faites pas attention. Donc, n'hésitez pas à continuer à checker la chaîne Rivers Basket Session sur YouTube, le site aussi, bien sûr, basketsession.com. Et nous, on se retrouve demain. Ciao à tous. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.